Bonjour à tous et à toutes les amis, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission d'Auteur à Auteur et j'espère que cette émission va vous faire du bien au cœur, à l'âme, parce que nous allons aborder avec mon invité d'aujourd'hui, Laurence Bibas, nous allons aborder un sujet qui est le grand retour vers soi, comment s'ouvrir à sa nature spirituelle, en quoi c'est important dans ces moments de grands changements, de grandes transformations sur un plan collectif, en quoi c'est important de faire ce chemin vers soi. Donc, ça va être notre sujet du jour et je suis ravie d'accueillir Laurence Bibas qui pratique la présence à soi depuis plus de 30 ans et bien d'autres choses encore. Et elle a écrit ce merveilleux livre que je trouve qui s'appelle Le Grand Retour vers soi aux éditions Erol. Donc, je suis ravie d'accueillir Laurence. Bonjour Laurence et bienvenue dans mon émission. Bonjour Patricia et bonjour à tous. Je suis ravie d'être là aussi. Donc, c'est un sujet d'actualité, le sujet du grand retour vers soi. Et ma première question, en fait, parce qu'on voit qu'on parle de spiritualité dans ton livre, on voit que justement, il y a ce chemin important. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, cheminer vers soi? Alors, en fait, dans mon expérience, ça a été un énorme soulagement dans ma vie quand je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose à l'intérieur. Parce que, comme dans notre éducation occidentale, c'est quelque chose dont on ne parle pas forcément ouvertement. Ça peut être abordé par la religion, mais en fait, c'est autre chose encore que la spiritualité. On en reparlera peut-être. Donc, en fait, pour moi, ça a été le début de ma vraie vie, en tout cas, je peux dire celle-ci, quand je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose à l'intérieur et que je me suis rendu compte surtout que j'étais extrêmement intéressée à ce monde intérieur qui est en nous. Et à partir de là, mon cheminement a commencé. Et je dirais que ma vie est vraiment dédiée à cette découverte intérieure. Donc j'y prends tellement de plaisir et tellement de réconfort aussi. Et c'est un tel cadeau que j'ai envie de partager ce cadeau avec les autres. Voilà, tout naturellement. Oui, c'est super. Et d'ailleurs, ton livre que bien sûr j'ai eu l'occasion de lire et tout, donc il y a plein de points que tu abordes et on viendra comme des points qui sont importants et essentiels. Mais pour autant, tu abordes cette notion d'éveil et que effectivement, à un moment donné de sa vie, on peut être dit endormi et puis avoir un appel ou un éveil ou un réveil. Alors là aussi, qu'est-ce que c'est pour toi? Cet éveil, si tu veux bien rentrer un petit peu plus dans le détail de ça. Alors, le livre, au départ, le titre qui m'est venu de ce livre au départ, c'est Destination Origine, le grand retour vers soi. Mais finalement, c'est un titre qui n'a pas pu être, finalement, ça n'a pas été finalement le titre du livre. Mais en fait, quand je parle de réveil, pour moi, c'est en lien avec l'origine, avec notre origine. Et c'est pas quelque chose à atteindre ou à fabriquer ou à aller chercher dehors, mais c'est comme une actualisation de notre nature profonde qui a toujours été là. Et d'ailleurs, si on veut bien de temps en temps se poser tranquillement et en paix avec soi, on se rend compte en fait qu'on est habité de cette présence. Cette présence est toujours là. Elle est recouverte de plein de croyances, de voiles, de peurs, enfin tout ce qui fait le chemin finalement à rebours que j'appelle finalement ce retour vers soi. C'est comme si on allait à rebours. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai utilisé dans mon livre, un sommaire à rebours qui va de 9, le grand détournement, à 0 pour le point d'origine et de cet éveil finalement qui est d'une certaine manière un non-événement intérieur, mais qui change tout à notre regard. Parce que c'est déjà Oui, là, en fait. parce que c'est déjà là et tu nous dis que, et on comprend de toute façon qu'il y a plein d'obstacles hein, en interviewant des auteurs différents. On peut comprendre que chacun et chacune, on essaye avec notre propre expérience de partager des pistes, de partager des voies en fonction de ce qu'on a appris. C'est ça qui est intéressant, c'est un peu multiculturel finalement,
pour que chacun et chacune puisse trouver sa voie de se retrouver en fait. C'est ça, c'est ça. Et j'ai eu à un moment cette idée, cette image d'une, comme si on était à un moment réactualisé. Et j'ai eu, je le cite dans le livre à un moment, bon, c'est une image un peu particulière, mais de ces espions pendant la guerre froide qui ont une vie normale et qui un jour reçoivent au téléphone un code d'activation et qui redeviennent en fait, dire un agent actif par rapport à, bon, concernant la guerre froide, c'est voilà, c'est par rapport à, on va dire, un programme belliqueux. Mais j'ai l'impression que intérieurement, ça peut ressembler à ça aussi pour nous-mêmes. À un moment, à l'occasion des expériences de la vie, on se trouve à certains moments, pendant des fois un bref instant ou plus longtemps, réactivé de cette nature intérieure. Et c'est à la fois une surprise et un rappel, comme si on retrouvait la mémoire. Et je trouve qu'il y a beaucoup de réveils, beaucoup d'appels. J'aime bien l'image que tu prends sur la réactivation, tu sais, mission impossible, le message qui est là et qui dit, bon, alors voilà, choisis avec qui tu veux agir, mais il y a quelque chose à faire là. Pour toi, et vu ton expérience d'aujourd'hui, pourquoi il y a autant de réactivation ou d'éveil justement à faire ce chemin vers soi? Alors, j'ai l'impression, en tout cas en Occident, parce que c'est là où on vit, enfin, nous on vit en France, donc moi j'ai l'expérience en fait, on va dire, de la conscience et de la géographie et de la culture dans laquelle on est, que depuis les années 60, en fait, ce mouvement de réveil a commencé déjà dans les années 60 et il est venu petit à petit à travers la thérapie, à travers le développement personnel, à travers l'accès à des spiritualités peut-être bouddhistes ou hindouistes, différentes en fait des religions qu'on avait, je dirais, en Europe. Et petit à petit, chemin faisant, personne après personne, c'est comme si, en fait, petit à petit, on s'éveille de plus en plus collectivement à cette possibilité qu'on n'est pas juste cette personne extérieure, pas juste une apparence, mais qui a aussi à l'intérieur de nous un espace de conscience qui a beaucoup de choses à nous apprendre. C'est comme si on était porteur d'une connaissance ancestrale avec un corps d'apprenti, un corps de bébé qui cherche ses marques. Mais en fait, notre conscience est beaucoup plus, on va dire, chargée d'expérience que notre balbutiement humain pourrait le faire prétendre. Et je pense que petit à petit, on comprend qui on est, on retrouve petit à petit qui on est. Parce qu'il y a petit à petit, ça s'est fait avec les thérapies, le développement personnel, la spiritualité, avec le confinement aussi peut-être une ouverture à l'intériorité parce qu'on a été obligé, on a été confiné. Donc au moins il y a une bonne chose à ce confinement, c'est qu'on, pour certains d'entre nous, on a dû revenir à l'intérieur avec beaucoup de développement de tout ce qui a été Zoom, de pouvoir faire du yoga, de pouvoir recevoir des enseignements à l'autre bout du monde, d'être connectés entre nous parce qu'on ne pouvait pas l'être directement, mais à travers les réseaux comme on le fait là maintenant. Et en fait, petit à petit, tout ça, ça nous réveille. Toutes ces petites étincelles en fait d'ouverture à autre chose que la stricte matérialité nous réveillent à cette autre dimension qu'on porte en nous. Et petit à petit, ben, ça commence à se voir de plus en plus. C'est ça que je ressens. Alors, c'est vrai que le terme conscience, c'est un terme où, selon les lectures, les racines, les histoires, il y a plein de définitions qu'on peut avoir. Quelle est ta définition à toi? Qu'est-ce que tu mets sous le terme conscience aujourd'hui? Alors, c'est vrai que ce mot de conscience, il est. Bon, moi, moi, je dirais pas Dieu, je dirais pas divin. Je préfère dire conscience. D'autres vont parler de l'âme, d'autres vont parler de leur être intérieur. C'est un mot, je dirais, qui pointe vers quelque chose à la fois de grand, de connaissant et de lumineux à l'intérieur de nous-mêmes. Mais en fait, comme on tâtonne avec les mots, on sait qu'aujourd'hui, la conscience n'est même pas encore vraiment définie scientifiquement, parce qu'il y en a qui disent que la conscience est là-haut, d'autres qu'elle est partout. Donc en fait, je ne vais pas me risquer à donner une définition de la conscience, mais
pour moi, en tout cas, c'est l'accès à cette dimension intelligente. Voilà, c'est une forme d'intelligence qui intègre toutes nos dimensions et pas seulement la dimension mentale de l'intelligence. Oui, c'est vrai qu'en fonction de ses propres expériences, on a tous à un moment une, entre guillemets, définition de quelque chose, mais on ne peut que constater que ça évolue en fonction de nos rencontres, de nos échanges, de nos propres expériences. Et c'est souvent pas évident à définir conscience, âme, esprit, tous ces termes qu'on retrouve et qui étaient un sujet d'ailleurs d'interrogation depuis belle lurette. Hein. Les anciens, genre Platon et voilà, philosophes d'il y a très très longtemps, avaient déjà commencé à explorer tous ces merveilleux sujets. Donc, c'est pas un sujet si neuf que ça sous le soleil, cette nécessité d'aller explorer ce soi, en fait. Hein. Non, non, c'est à la fois très ancien et en même temps jamais vraiment investi collectivement. Donc, en tout cas, dans notre souvenir. Donc, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de voir comment cette conscience peut résonner collectivement. Parce que pendant longtemps, comme j'enseigne la pleine conscience, pendant longtemps, je me suis rendu compte en fait vraiment du pouvoir en fait de transformation de ces pratiques de ce programme de 8 semaines de pleine conscience qui permet vraiment d'apprendre à être présent, de s'ancrer dans le présent et donc de sortir du temps d'une certaine manière, de la ligne de temps entre le passé et le futur, pour vraiment s'autoriser à vivre le moment présent. Donc en fait, je me suis rendu compte que c'était tellement efficace, je me dis, ben, ok, il suffit de ça, que moi je continue en fait à enseigner, à transmettre ce programme de pleine conscience, parce que je sais que les personnes qui traversent ce programme ont des petits éveils et que à travers eux, d'autres personnes en fait vont aussi pouvoir goûter à ça. Mais aujourd'hui, je me dis, ok, ben, cette conscience ou cet éveil personnel, moi, m'a donné le goût, en fait, me donne le goût d'un réveil plus collectif, de pouvoir partager entre nous la joie de cette conscience en étant de plus en plus nombreux à partager cette joie. Et c'est pour ça, en fait, que moi, je continue à écrire des livres et à transmettre parce que j'ai envie qu'on soit plein à pouvoir partager cette joie, cette lumière, cette simplicité, d'être simplement qui on est et d'arrêter de chercher à être autre chose que ce qu'on est. Donc voilà, donc moi j'ai envie de partager ça et qu'on soit plein dans une grande cour de récré, voilà, à partager cette connaissance intérieure qui est à la fois la même intrinsèquement et en même temps qui a une couleur différente pour chacun. Donc on n'a pas fini de partager ça. C'est juste génial en fait, c'est sans fin. Oui, et c'est sûr que le fait, je sens là ta joie, je sens ta dynamique et on disait un petit peu en off qu'on a on a vraiment besoin de cette joie, de cette dynamique et comment l'animer parce que les temps sont pas évidents. Dans ton livre, d'ailleurs, qui est sorti fin d'année dernière, tu abordes presque en démarrage, hein, toutes les difficultés auxquelles on est confronté dans nos sociétés, mais aussi sur un plan un petit peu international. Et tu invites les gens, si c'est trop lourd à lire, de passer. Mais c'est pas lourd à lire, c'est juste que c'est une réalité qui est encore plus actuelle là où on est au moment où on enregistre cette interview. Et moi, l'impression que ça me fait, c'est qu'on veut vraiment essayer de faire passer pour normal ce qui est anormal sur qu'on voit dans les manières de fonctionner sur le plan collectif. C'est quoi ton point de vue par rapport à ça? Tu peux me repréciser la question? J'ai pas bien compris en fait la question. Normal, anormal, c'est qu'est-ce qui est normal et anormal que je comprenne bien ce que Oui, tu dis. c'est-à-dire que dans les manières de fonctionner, tu vois, dans les manières que soit certains dirigeants fonctionnent, soit les interrelations, on peut faire passer pour normal des choses qui ne le sont pas dans nos manières de communiquer, dans nos manières de nous exprimer, dans les prises de pouvoir, dans les choses qui peuvent générer de la peur. On a vraiment l'impression que oui, c'est normal d'avoir peur, c'est normal qu'il y ait de la manipulation, mais en même temps, si on se place sur le côté tel que tu l'amènes très bien
de l'être et de la conscience, c'est pas si normal que ça. Donc, qu'est-ce que tu aurais envie, toi, de dire par rapport à ce sujet de normalité et d'anormalité dans un modèle de fonctionnement communautaire, en fait? Eh bien, ce qui me vient maintenant, c'est que collectivement, c'est comme si on était encore un peu immature du point de vue de la conscience. C'est-à-dire que notre identification à nos habitudes, à notre identité, à notre histoire, comme étant seulement qui on est, nous amène à agir dans le monde et à interagir entre nous à partir de, moi, ce que j'appelle le petit bout de la lorgnette. C'est-à-dire, on se voit et on interagit à partir de nos limites, de nos peurs, de ce qui nous contraint dans la vie. Et, et en fait, on peut retrouver cette contrainte et ce côté un peu resserré en fait de l'être humain, évidemment dans ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, dans la politique, dans tout ce dont je parle, dans le grand détournement, ce qui nous empêche en fait de nous retourner, parce qu'il y a plein en fait, d'empêchements extérieurs et intérieurs, donc sociétaux, parce qu'en en fait, nous, on ne nous demande pas d'aller regarder notre intériorité, de cultiver nos bonnes qualités. On nous demande plutôt d'être performant, d'avoir des objectifs, de gagner de l'argent, d'être dans une vie finalement utilitaire plutôt qu'une vie d'ouverture à soi. Et pour moi, là, il y a une contradiction et je me rends compte en fait que finalement, la société dans laquelle on vit ne cherche pas du tout à cultiver le bonheur, ne cherche pas du tout à cultiver l'intelligence, mais cherche plutôt en fait à faire perdurer un modèle qui est de plus en plus mercantile et de plus en plus agressif, où il faut s'attaquer les uns les autres. Enfin bon, voilà, évidemment, de mon point de vue, ça paraît totalement aberrant, cette course à la guerre. Mais en même temps, je ne suis pas aux manettes du pouvoir. Qu'est-ce qu'on ferait, nous, si du jour au lendemain, on nous donnait les clés du pouvoir en nous disant, ben voilà, les gars, allez-y, vous. Ben, je ne sais pas si je saurais faire, en fait. Donc, je commence par moi, je commence par voilà, semer des petites graines. Et pour moi, le changement, il va venir par voilà, cette masse consciente qui va petit à petit voilà, prendre de la place et puis venir, on va dire, équilibrer. Ce ne sera pas ou, ce sera et. Voilà, on rééquilibre et puis peut-être qu'on va comment dire, mieux se comprendre les uns les autres pour avoir moins envie de se faire la guerre et plus collaborer. Voilà, la collaboration, la coopération, tout ce dont on parle aujourd'hui comme des modèles émergents, plus vertueux humainement. Voilà. Oui, et cette idée de conscience et de paix, là, juste avant l'enregistrement, je voyais sur un des réseaux sociaux une petite fille de 12 ans qui avait pris la parole sur une place sur Paris et qui disait, mais avec elle dit, j'ai pas une grande expérience de la vie, mais je comprends pas pourquoi on est à se batailler comme ça, parce que finalement, sur le plan humain, on est tous composés de la même manière. Elle dit, nous, ce que je cherche, et c'est juste d'avoir la paix. On voit bien que les enfants d'aujourd'hui ont une ouverture de conscience qui est différente de nous-mêmes à leur même âge. C'est flagrant dans l'expérience que j'ai, mais j'imagine que tu as ce même genre d'expérience aussi. Bien sûr, bien sûr. Et j'aime à croire que c'est un passage de relais, que le travail qu'on a fait nous ces dernières années bénéficie à ceux qui arrivent, et comme nous-mêmes, on a bénéficié aussi de la transmission des précédents. Donc voilà, je sens que humainement, voilà, on se passe le relais. Et j'aime bien, moi, cette idée, évidemment, quand je vois des enfants aujourd'hui qui tiennent un discours qu'on ne pouvait même pas comprendre, nous, ou peut-être même, on va dire, imaginer quand on était ado, il y a beaucoup plus de maturité et aussi beaucoup plus d'inquiétude, certainement, parce que on met en perfusion aussi la fin du monde un peu en scène,
à tous les étages. Et moi, je ne crois pas forcément que ce soit si, on va dire, que ce soit pas, que la fin du monde peut-être, c'est peut-être plutôt la fin d'un monde, mais en tout cas, ça ne sera pas la fin de la vie. Et moi, je mets vraiment dans mon livre en parallèle que la vie n'est pas le monde, que le monde est cette structure construite, voilà, qui nous permet de vivre, c'est un habitacle, mais que la vie est beaucoup plus grande que le monde et que la vie, comme on l'a vu très très bien pendant le confinement, quand on arrêtait de mettre nos pattes partout, que la vie revient instantanément en quelques semaines simplement, voilà, quand on arrête de faire les choses de travers. Donc en effet, dans ce monde, il y a beaucoup de choses qui vont de travers, mais la vie, elle trace. Et nous, si on se connecte à la vie, eh ben, on trace avec la vie. Et puis le monde, advienne que pourra, on verra bien, on sera là, eh ben, on fera du mieux qu'on peut. C'est ça, on fait ce qu'on a à faire. Mais c'est vrai, tu rappelles ce moment de confinement où là, la vie a repris, mais vraiment son plaçance, et c'était extraordinaire de saisir à ce moment-là combien ça peut être rapide, quoi, que ça va pas prendre, ça peut ne pas prendre des dizaines et des dizaines d'années à partir du moment où on change un peu nos manières de fonctionner avec la planète, avec la vie. J'aime bien ce côté aussi que tu ramènes en disant, bon, bah, faisons ce qu'on a à faire avec nous-mêmes pour justement essayer de nous raviver à la vie. Et à un moment, tu nous dis, bon, il y a des encombrements, ça c'est sûr, mais un des grands encombrements que j'ai noté, c'est la loyauté que l'on peut garder envers ceux que l'on aime ou ce qu'on connaît. Et donc, que ça peut être une véritable embûche ou est-ce que c'est une aide sur ce chemin, cette loyauté envers l'autre? Cette, cette image de la loyauté, ça vient dans un enseignement plus complet, que je détaille plus dans mon deuxième livre, Ne s'attendre à rien, être prêt à tout, et qui pointe ce que j'appelle les valeurs positives. C'est-à-dire qu'on peut être, en fait, voilà, en tant que personne, coincé dans du bien faire, du bien vouloir faire, et avec des valeurs qui, sur le papier, sont des valeurs, il n'y a rien à dire, hein, la loyauté, il n'y a rien à dire, la fidélité, il n'y a rien à dire, la justice, il n'y a rien à dire, mais si on est coincé dedans, c'est comme si on se déroulait à nous-mêmes le tapis rouge pour tomber. C'est-à-dire que si on fait de ces valeurs une référence absolue et qu'il faut toujours arriver à l'heure, toujours faire ce qu'on a dit, ne jamais bouger d'un cap de ce qu'on nous a appris comme étant la vérité, ben en fait, on passe juste à côté de la vie parce que la vie, elle n'est pas dans ses valeurs. Et je dirais qu'il y a plusieurs niveaux de loyauté. Si la loyauté, elle est envers notre nature profonde, rien à dire. Mais si la loyauté, elle est envers des personnes extérieures qui nous veulent pas toujours du bien, des systèmes extérieurs qui sont pas toujours en fait les plus vertueux et qu'on se sent loyal par rapport à telle entreprise, telle famille toxique, etc. Bah, pourquoi au bout d'un moment, en fait, la santé, la grande santé intérieure nous invite à devenir déloyal ou même à trahir momentanément telle ou telle lignée toxique pour pouvoir retrouver sa santé et retrouver sa liberté. Et je trouve ça intéressant et ça me vient vraiment en fait de l'enseignement bouddhiste tibétain du Vajrayana, qui considère en fait que c'est pas tellement à quoi ça ressemble à l'extérieur, mais c'est avec quelle intention c'est en lien à l'intérieur. Et que si c'est pour préserver la vie ou cet ordre intérieur de grande santé qui en nous est de grande intelligence, si ça ressemble à l'extérieur momentanément à un massacre, on s'en fout. On s'en fout. Ce qui compte, c'est de suivre son plus grand enthousiasme, son chemin, de traverser en fait l'obstacle. Parce que des fois, on le sait dans la vie, quand on se sépare de quelqu'un, ou il y a toujours quelqu'un pour dire, tu ne te rends pas compte, elle est vraiment géniale cette personne, qu'est-ce que tu fais quand on quitte un job? Non mais tu sais pas si tu vas en retrouver un autre. Et mais si on ne le fait pas, on meurt sur place.
Alors que des fois, il faut un certain courage et ne pas avoir peur de la manière dont ça apparaît à l'extérieur pour tracer. Et en fait, de l'autre côté, il y a forcément un cadeau inattendu. Oui, c'est l'idée que tu nous amènes dans ce livre, une fois que tu as posé voilà, le contexte difficile et tout, et ce cheminement, donc c'est du détournement vers le retournement à soi, tu nous invites à revisiter des fondamentaux comme s'écouter, ressentir, s'exprimer. Alors, c'est vrai que ce sont des choses, certainement, les amis, que vous avez déjà entendues, mais Laurence les amène avec, je trouve, des petites pistes de réflexion qui peuvent changer des choses. Et pourquoi c'est si important pour toi, Laurence, de vraiment remettre en avant ces fondamentaux aujourd'hui? Parce qu'en fait, ce retour à soi, il est accessible à tous et c'est simple. Euh, Moi, j'aime bien l'idée que, comme c'est le retour à soi et à sa nature profonde, ça ne devrait pas être compliqué. Euh, donc, en fait, c'est vraiment ces fondamentaux, ils sont là pour nous rappeler que si déjà, euh, en se réveillant le matin, on ne prend pas peut-être un temps pour se dire bonjour à soi-même, qu'on est déjà en train de sauter dans la douche et puis dans notre bagnole et puis au boulot et qu'on rencontre des gens toute la journée qu'on ne s'est pas rencontré soi-même, pour moi, il y a un petit bug quand même. Et donc, je me dis, OK, ben, s'écouter, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ben, je prends le temps de me dire bonjour. Je prends le temps d'avoir un contact avec moi et d'ajuster cette relation à moi-même pour pouvoir être aussi juste dans mon lien avec les autres. Et que se dire bonjour ou s'écouter soi-même un petit peu chaque jour, c'est aussi en lien avec la variabilité de la vie. Parce qu'on n'est pas le même aujourd'hui qu'hier. Et si on ne garde pas cette connexion sensible avec nous régulière, ben, il se passe ce qui se passe souvent, c'est qu'on prend une distance avec soi-même et puis d'un coup, c'est perdu de vue. Et ça me semble dommage. Voilà, par exemple, pour s'écouter. Oui, merci pour l'exemple. Et j'aime bien aussi cette idée que tu ramènes plusieurs fois dans le livre, c'est-à-dire rencontrons-nous d'abord avant de rencontrer les autres, quel que soit le type de rencontre, que ce soit amicale, professionnelle, affective. Et comment on se rencontre soi va nous aider à rencontrer les autres d'une manière plus chouette, quoi, plus joyeuse et plus heureuse. Tu ramènes ces idées-là de manière un peu disséminée dans le livre, et ça, j'ai bien aimé. Et tu nous amènes aussi l'idée de revoir un peu des idées fausses. Tu vois, j'en ai noté une que je veux bien que tu commentes. Accepter n'est pas se résigner. Mhm. Donc, on entend beaucoup parler de l'acceptation, mais sans donner le mode d'emploi. Donc, si tu me dis, OK, ben, j'ai été agressée par quelqu'un, comment je fais bah, Et si je te dis, bah, accepte, tu pourrais, comme quelque part, comment dire, avoir une mauvaise idée que c'est la personne que tu dois accepter, alors qu'elle t'a fait du mal et que il n'est pas question en fait d'accepter de donner un blanc-seing à n'importe qui pour se faire du mal. Voilà, c'est pas du tout ça. L'acceptation, en fait, commence. D'abord, c'est l'acceptation de soi. Cette acceptation commence, et c'est pour ça que c'est un petit peu un cheminement qui est un petit peu une pédagogie en fait de l'acceptation, que moi j'ai bien décortiqué avec la pleine conscience, dans lequel on est vraiment le nez sur le processus de comment ça se passe, que cette acceptation, elle commence en fait par déjà cette relation avec soi, de pouvoir entretenir une relation amicale, bienveillante avec soi-même. Quand les coups durs arrivent, être capable de pouvoir euh, ressentir qu'est-ce que ça nous fait dans notre corps, à quel endroit ça nous impacte. Et puis de nommer l'émotion qui est là. Qu'est-ce que je ressens vraiment? Qu'est-ce qui se passe pour moi à ce moment-là? Et d'être finalement, de commencer à entrer en observation avec cette sensation, ce sentiment
en fait, peut-être d'injustice ou d'agression qu'on a vécu. Et une fois qu'on rentre dans cette observation, comment on peut accueillir notre souffrance, comment on peut accueillir la douleur qu'on ressent, comment on peut accueillir peut-être aussi la haine, la colère, les sentiments ambivalents qui nous traversent et peut-être qui ne nous ressemblent pas, donc avec lequel on va avoir du mal, ou on va culpabiliser d'un seul coup de se mettre à détester une personne, ou voilà, etc. Donc toutes sortes de réactions. Est-ce que je peux accueillir ça tel que c'est? Et troisièmement, une fois qu'on a vraiment ressenti, observé, accueilli, il peut y avoir quelque chose en nous qui dit oui, qui dit ok, je dis oui à ça parce que finalement cette situation, elle n'est pas là par hasard, elle ne vient pas de nulle part. Peut-être que cette situation, en fait, elle est là pour m'apprendre quelque chose. Peut-être que voilà, qu'est-ce que je peux en tirer en fait de cette situation? Et c'est pas oui à l'autre ou oui à la situation, c'est oui à soi et ce qu'on ressent dans cette situation. Et si on se dit oui à soi-même, c'est un début de guérison. À partir de là, on peut réouvrir notre cœur. Sinon, on se met des carapaces sur des carapaces sur des carapaces et on rentre dans une forme de résistance à la vie et qui fait qu'on va renforcer finalement cette peur ou cette méfiance partout avec tout le monde parce que en fait on a été blessé, qu'on s'est resserré au niveau du cœur. Donc cet accueil, cette acceptation va nous permettre de rester ouverts et finalement de rester vulnérables dans les situations de la vie, qu'elles soient agréables ou qu'elles soient plus challengeantes, on va dire, plus de défis. Donc, je Oui, ne dis ça pas que peut. c'est facile, mais en fait, on a trop tendance à se protéger en fermant toutes les écoutilles. Et le problème, c'est que ce qui reste enfermé à l'intérieur, c'est nous-mêmes. Donc, en fait, il y a un truc qui ne va pas. Donc, comment on peut enlever les boucliers sans être naïf, sans être, voilà, sans être une tête à claque. Oui, c'est ça, et ça m'évoquait vraiment là quand tu dis ça. Le oui peut être oui, je ne veux plus ça, c'est je ne veux plus vivre ça. Et du coup, c'est une décision qui nous appartient, mais qui évite ce refermement, parce que comme tu dis très justement, si on se referme, ben on n'est plus soi, quoi. Et c'est pas ce qu'on cherche dans cette ouverture, en fait, parce que l'ouverture, c'est un autre des fondamentaux que tu abordes dans ton livre. Donc, on ne va pas tout aborder, mais juste pour vous donner envie un peu des différentes pistes que Laurence amène. Par contre, il y a un autre sujet qui est pas des moindres, qui tourne autour de mensonges et vérités. C'est un vaste sujet. Et par rapport à ce vaste sujet, j'aurais juste une question pour toi. D'après toi, quel est le plus grand mensonge qu'on peut se faire à soi-même? Donc, on pourrait se Nier, faire à soi-même. c'est vraiment pour moi directement, c'est nier qu'on a cette nature éveillée en soi. Nier notre nature. Ce qu'on fait plus ou moins tous, en fait, c'est on se dit que en fait, si je le vois pas, j'y crois pas. Si j'ai pas une expérience waouh, super incroyable, nirvanesque, je vais pas croire à ces petites touches d'éveil ou ces petites synchronicités ou ces petits moments d'émerveillement que j'ai tout le temps, mais ça compte pas parce que c'est trop petit. Et en fait, on s'attend à l'Himalaya, on s'attend à une espèce de truc waouh, alors que bien souvent, on est déjà en train de détricoter avec les thérapies, le développement personnel, on détricote pas mal de cette cotte de maille en fait qu'on a en soi et qui nous empêche de voir, de laisser apparaître cette lumière qui est en nous. Mais aussi, on tricote plein de petits moments de lumière et en fait qui sont comme des étincelles d'éveil à l'intérieur de nous, mais dont qu'on n'a pas appris à prendre en compte parce qu'on s'attend à un grand truc qui se voit. Mais ce qui se ressent est plus important que ce qui se voit. Ce qui se noue dans notre intimité, c'est d'abord du ressenti. Et c'est très intime, c'est très infime, mais c'est le cadeau est là tout le temps. C'est comme cette source qui affleure très discrètement en nous. C'est pas directement les chutes du Niagara de l'éveil, quoi. Voilà. Oui, ça me semble important d'aborder ça, tu vois, Laurence,
Parce que combien de fois, tu vois, tu as des personnages qui vont dire waouh, c'est génial, j'ai vécu ça, j'ai été traversé par ça. Et puis tu as tout le petit groupe qui regarde et qui dit waouh, c'est génial ce qu'il a vu. Et moi, si je ne le vis pas ça, eh bien, c'est que j'ai pas ça en moi. Tu as déjà eu ce genre de rencontres, de situations, que ce soit d'un côté ou d'un autre. Et je trouve que c'est important de dire à tout le monde ce que tu fais par l'intermédiaire de cette interview et de ton livre, c'est de dire, mais ce ne sont pas forcément des grandes choses, mais ces grandes choses, c'est nous, en fait, C'est en ça. réalité. En fait, on ne connaît pas, la plupart du temps, on ne connaît pas notre potentiel, on connaît pas, on ne sait pas d'où on vient. Quand on regarde l'extraordinaire, on va dire, voilà, notre corps, comment il fonctionne, notre esprit, comment il fonctionne, notre mémoire, les cellules, on est un mystère, mais ce mystère, il est, comment dire, il est né d'une intelligence extraordinaire pour que tout fonctionne, quand on regarde la nature, pas seulement nous, mais quand on regarde la nature, le ciel étoilé, le soleil, enfin, toute la vie, elle est incroyable. Mais en fait, c'est comme si on se défendait de se connecter vraiment à ce plus grand que soi de la vie pour se définir par le côté petit être souffrant limité. Bah, et c'est pourquoi en fait on devrait continuer à avoir ça comme camp de base, ce petit être souffrant limité, même si bon voilà, on nous a dit dans la religion qu'on était des pécheurs, etc., etc., et que finalement bon, il fallait vraiment beaucoup travailler pour pouvoir atteindre quelque chose. Mais moi je ne crois pas du tout à ça. Je pense que c'est l'inverse, que je pense que c'est vraiment du pipeau et on n'a pas besoin de travailler et de faire des efforts pour être qui on est déjà. On a plutôt, l'invitation, c'est plutôt d'arrêter en fait de ramer et de laisser la barque que l'on est nous amener dans la bonne direction. Mais pour lâcher le mental, pour lâcher le programme, en fait, on est là pour ça. C'est l'aventure de la vie. On est là pour ça. Et en fait, c'est génial. Voilà, et on est dans cette aventure collective incroyable avec cette diversité d'expériences. Enfin, moi, je trouve ça passionnant, quoi. Moi, j'adore vivre ça et accompagner ça pour que ça devienne, en tout cas, un sujet d'émerveillement, même si c'est pas toujours facile, parce qu'on va pas dire que voilà, un lit de roses. Il y a aussi les épines. Oui, puis c'est sûr que tu es dans ta barque et tu la laisses voguer et des fois c'est un peu tumultueux, quoi. Mais pour autant, je suis sûre que ça va plaire à plusieurs d'entre vous de se dire, allez, je me laisse un peu tranquille, je me laisse dans ma barque et je vois ce que ça donne. C'est bon aussi de faire ces moments-là, comme un peu un point zéro. D'ailleurs, dans ton livre, tu nous parles du point zéro. Est-ce que tu veux nous dire un petit peu ce que c'est que ce point zéro? Ben, pour moi, ce point zéro, c'est ce point d'origine qu'on peut. C'est au moment du reset. C'est comme si, quand on fait un reset, on arrive à un endroit qui est un endroit dans lequel, à la fois, y a rien et il y a tout. C'est à la fois la fin de ce qu'on a vécu avant et le début d'une nouvelle aventure. Et pour moi, ce point zéro, ça correspondrait peut-être en alchimie, même si je ne connais pas bien l'alchimie, ce point de bascule dans lequel le plomb se transforme en or, mais que c'est ni du plomb ni de l'or, et que c'est là, pour moi, ce point zéro, c'est vraiment le point de transmutation. C'est ce point de retournement où là, ben, on ne sait pas ce qui se passe, mais tout est nouveau. Notre regard a changé et on rentre dans une nouvelle aventure. Donc c'est ce point d'origine, ce point de retournement, ce point de possibilité, notre plus grand potentiel qui s'ouvre à nous finalement à chaque instant et qu'on peut très concrètement rencontrer en méditation. Parce que on peut avoir des moments spontanés comme ça voilà, d'éveil, mais on peut aussi se familiariser, comme disait mon maître tibétain, se familiariser avec notre nature en étant encore et encore, en se rencontrant encore et à force de se rencontrer, de devenir plus familier et finalement suffisamment familier pour que ce soit qu'on puisse se dire oui, c'est là, c'est ma famille, c'est ce que je retrouve, en fait, c'est vraiment moi.
Voilà. Mais il y a des chemins différents pour chacun. C'est ça qui est génial, en fait. Oui, c'est ça qui est super. En tout cas, on arrive bientôt à la fin de notre émission. Donc, j'espère que ça vous a donné envie d'aller investir et lire Le Grand Retour vers soi de Laurence Bibas aux éditions Erol. Est-ce que tu as envie de donner un beau message à tous nos amis qui nous écoutent, qui nous écouteront? Et quel serait ce beau message d'espoir, de conscience, enfin, que tu as envie de donner là, qui pourrait être soutenant, qui pourrait être lumineux pour tous ces moments que chacun d'entre nous vivons aujourd'hui? Eh bien, je dirais que comme il y a beaucoup d'incertitudes, de peur et d'inquiétudes aujourd'hui, je dirais prenez un temps pour aller rencontrer intimement cette peur à l'intérieur de vous. Prenez un temps pour fermer les yeux, ressentir en fait cet espace qui est en vous et vous dire que cette peur, cette inquiétude, elle est là pour recouvrir un trésor de paix encore plus profond. Et que c'est à travers finalement les épreuves ou à travers ces moments de souffrance ou d'inquiétude qu'on reçoit en même temps le message de son opposé, de cette possibilité d'une paix plus profonde, d'une joie plus profonde. Et c'est une invitation à revenir à soi. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire maintenant. Ah, merci beaucoup pour ce beau message, Laurence. Laurence, as-tu des actualités à partager avec nous? Alors, les actualités, c'est un stage revitalisation que j'organise avec Frédéric Mar. On co-anime ce stage dans les Cévennes du 14 au 18 avril. Aussi, les parcours de pleine conscience que je fais donc à Paris et en Zoom fin avril. Et puis, ce qui me tient à cœur aujourd'hui, c'est d'accompagner les personnes dans leur éclosion spirituelle ou de leur tenir la main dans des moments de passage peut-être un peu compliqués avec ce que j'appelle le coaching méditatif. C'est un temps ensemble dans lequel on va explorer une difficulté pour aller trouver en soi, à l'intérieur de soi, en méditation, cette résolution et partir avec un mantra d'activation pour ancrer ça dans notre vie quotidienne. Donc c'est très chouette. Ah, super, Merci à toi. des belles réalisations. Vous pourrez retrouver les liens sur, voilà, dans le texte qui sera sous la vidéo. Comme ça, si vous avez besoin ou envie d'aller explorer ce que Laurence Bibas fait, bah, allez-y. Alors, quant à mes actualités là que je voudrais partager, j'en ai deux. Un week-end du 9 au 11 mai fait entre femmes autour de la beauté d'être soi. Et un webinaire interactif avec plusieurs experts les 31 mai et 1er juin, donc tout en visio direct. Et cette année, donc c'est notre troisième version, mais cette année, le thème, ça sera transition, métamorphose et renaissance. Alors, tu vois, on est dans des sujets tout à fait complémentaires et pas aux mêmes dates, donc allez-y. Ces moments d'accompagnement avec différents experts sont toujours hyper soutenants et hyper aidants pour le plus grand nombre. Je vais vous souhaiter de passer une belle fin de journée ou une belle soirée au moment où vous verrez cette vidéo. Merci 10 000 fois, Laurence, pour ces bons moments d'échange. À nouveau, je réaffiche, je t'en prie, Le Grand Retour vers soi, éditions Erol. Et donc, on se dit à une prochaine fois. Prenez soin de vous et essayez de rayonner le plus de joie et de lumière possible. Le monde en a besoin aujourd'hui. Gros bisous à tous et à toutes. Ciao, ciao. Merci.